Bienvenue sur Un air de RH, le podcast dédié aux professionnels des ressources humaines et aux dirigeants d'entreprise. Je suis Pauline Correa et je suis ravie de vous retrouver à l'animation de ce nouvel épisode sur la RSE. 80% des RH reconnaissent l'importance des enjeux de la responsabilité sociétale des entreprises, mais seulement 23% la placent comme axe prioritaire de leur stratégie. Pourtant, la mise en place d'une politique RSE, même minime, peut être un véritable atout pour l'entreprise et sa marque employeur. Attirer et fidéliser les talents, améliorer son image, se différencier de la concurrence, préserver les ressources et réaliser des économies, et j'en passe. Alors, désamour ou manque de temps, quelle est concrètement la place de la RSE dans les entreprises françaises aujourd'hui et quelles actions simples, efficaces, rentables, initiées pour mettre un premier pied à l'étrier ? Pour échanger sur l'importance de la RSE au sein des entreprises, j'accueille aujourd'hui non pas une, mais deux invités, Caroline Renoux et Lauriane Faure. Ensemble, nous allons décortiquer la RSE en 2024. Bonjour Caroline, bonjour Lauriane. Bonjour. Bonjour. Alors Caroline Renoux, vous êtes fondatrice et présidente de l'entreprise Birdeo, un cabinet de recrutement spécialisé dans les profils RSE et à impact positif. Pour commencer, pourriez-vous nous expliquer le lien entre la RSE et les RH? Parce que dans beaucoup d'entreprises, et plus particulièrement dans les ETI et PME, les projets RSE sont souvent portés par les services RH ou la direction générale. Alors pourquoi cette mission leur est-elle incombée, Caroline ? Oui, très bien. En fait, les ressources humaines, c'est une fonction qui est transverse, qui accompagne la culture de l'entreprise et qui fait en sorte que chacun puisse se l'approprier à son propre niveau et selon ses spécificités. Eh bien, en fait, la RSE et l'impact, donc la responsabilité sociétale des entreprises, c'est aussi quelque chose qui est extrêmement transverse, qui impacte tout le monde, qui fait partie de la culture de l'entreprise et qui est très lié aussi à l'accompagnement et à la conduite du changement. Donc, souvent, c'est pris en charge par la direction générale ou les directions des ressources humaines parce que justement, c'est des gens qui ont cette capacité à pouvoir embarquer tout le monde dans le changement et dans la RSE. D'accord. Il y a aussi cette dimension bien-être des salariés qui peut expliquer pourquoi les RH ont cette mission RSE. Alors effectivement, dans la RSE, donc il y a le S qui veut dire, social et puis, on parle aussi, beaucoup, de collaborateurs qui sont, en quête, de sens, qui recherchent aussi, une entreprise qui va aller plus loin et donc de façon, très logique, les RH vont, être en mesure aussi de pouvoir apporter, ça. D'accord, merci Caroline. Lauriane Faure, vous êtes quant à vous responsable communication chez l'éditeur Kellio, un SIRH français, et vous avez partagé en fin d'année dernière un grand baromètre avec Opinionway sur le thème de la RSE et les RH. Alors, au travers de ce sondage réalisé auprès de plus de 300 responsables RH, mais aussi de plus de 800 salariés, vous avez cherché à établir un état des lieux de la RSE dans le quotidien des RH. Quelles sont les grandes tendances qui en ressortent ? Alors effectivement, merci de nous permettre de partager ces résultats plus largement et on peut tirer un certain nombre d'enseignements de cette enquête. La première tendance qu'on voit ressortir, c'est qu'il y a effectivement une très large majorité de professionnels RH, plus de 80%, considèrent bien la RSE comme essentielle. Donc la motivation n'est plus à démontrer. En revanche, cette RSE ne semble pas aujourd'hui être leur priorité opérationnelle, puisque on voit que seulement 24% en font une priorité de politique RH, bien loin encore derrière l'engagement des collaborateurs, leur fidélisation et le recrutement qui reste une vraie problématique encore à ce jour. D'accord. Mais paradoxalement, vous m'avez expliqué, les RH y consacrent quand même plus de temps. Alors oui, c'est ça qui est surprenant et c'est vrai, un deuxième enseignement de cette enquête, c'est que 59% des RH considèrent y passer plus de temps qu'il y a 5 ans. Alors à quoi ? À suivre les indicateurs sociaux et à suivre les reportings. Donc
En moyenne, ils nous disent quand même consacrer 6 heures par semaine au suivi du reporting ou d'indicateurs sociaux, ce qui est quand même assez majeur. Mais les salariés, est-ce qu'ils ont conscience de cet investissement croissant des RH en RSE? Parce qu'ils disent souvent qu'ils sont dans l'attente d'actions de la part de l'entreprise. Alors, effectivement, pas vraiment. On observe un décalage de perception entre d'un côté des RH qui, pour 80% d'entre eux, disent qu'ils ont le sentiment de communiquer de manière régulière, qu'ils le font, qu'ils présentent des actions, qu'ils affichent les résultats et les progrès en RSE. Et puis de l'autre côté, on a seulement 48% des salariés qui confirment cette impression, ce discours. Alors l'enquête révèle effectivement plutôt que les salariés dressent le constat d'un déficit d'information qui vient pas d'une mauvaise volonté des RH, on vient de le voir, mais effectivement, on force est de constater qu'un bon tiers des salariés ignorent l'existence d'indicateurs RSE au sein de leur entreprise et encore un bon tiers ignore la labellisation ou les démarches de certification ou de reporting RSE de leur entreprise. Donc, effectivement, on partage pas le même point de vue entre collaborateurs RH et salariés sur ces questions de communication. Tout à fait, merci pour nous avoir éclairé sur ces résultats. Caroline, donc Floriane a mentionné justement dans les résultats du baromètre que la RSE n'était pas considérée comme une priorité opérationnelle pour les RH. Comment est-ce que vous pouvez expliquer ça? Alors, bon, déjà, la fonction RH, ces dernières années, a été quand même, très challengée, par, la digitalisation, par, le fait, qu'il y ait aussi plus de travail qui soit fait, à la maison. Donc c'était quand même des réorganisations aussi, à mettre, en place, importantes. Et puis après, la RSE, c'est quelque chose qui est, c'est une matière, un sujet, qui est très, complexe et il y a très certainement un manque de connaissance, du sujet, de la part des RH et de la part, des salariés. Parce qu'on ne peut pas s'improviser comme ça, spécialiste, de la RSE. C'est nécessaire de se former, de s'informer pour comprendre ce que c'est et puis aussi pour comprendre, la valeur ajoutée que ça peut, apporter à l'entreprise de faire de la RSE. Alors, quelle est cette valeur ajoutée, justement? La RSE, ce n'est pas qu'un sujet pour les grandes entreprises. Pourquoi est-ce qu'il est important aussi de la développer dans les PME? Alors, c'est important de la développer parce que, on se rend compte que ça concerne, toutes les parties prenantes. Déjà les collaborateurs, vous avez, mentionné, tout à l'heure que, les RH passaient beaucoup de temps à recruter. Le recrutement, ces dernières années, c'est très difficile. Bon, les collaborateurs aujourd'hui, une façon, auss de les attirer et de les faire rester, c'est, de leur donner du sens et de faire, de la RSE. Après, il y a les clients, notamment quand on est, une PME et qu'on travaille avec, des grands comptes. Les grands comptes aujourd'hui de plus en plus, ça va être, une valeur ajoutée, on va avoir des points en plus si on a une politique, RSE. Ça va être pour les consommateurs aussi qui sont de plus en plus, regardants, sur ces, sujets-là. Et puis, ça va être aussi pour les investisseurs. Aujourd'hui, une PME qui va chercher à attirer, des investisseurs, qui va chercher à avoir des prêts ou un fonds d'investissement, s'il y a une politique RSE, donc ce qu'on appelle chez les financiers ESG, environnement, social et de gouvernance, c'est aussi un avantage, voire même ça peut être excluant si on n'en a pas. Et puis d'une façon générale, pour la pérennité de l'entreprise, savoir, prendre en compte les impacts du changement climatique, les évolutions des contraintes réglementaires, c'est de toute façon essentiel aujourd'hui. D'accord. Alors pour résumer, c'est vrai qu'il y a une valeur ajoutée un peu à tous les niveaux, que ce soit pour les employés, les clients, les consommateurs, mais aussi les investisseurs. Moi, je me pose aussi une question, est-ce qu'il n'y a pas aussi de la valeur ajoutée rien qu'au niveau du fonctionnement de l'entreprise? Est-ce qu'on peut avancer des avantages financiers? Je pense par exemple à la réduction, des coûts liés à la diminution de la consommation d'énergie, par exemple, ou de matières premières.
Tout à fait. On a beaucoup parlé de l'augmentation, des coûts, d'énergie, ces derniers temps. C'est sûr qu'avoir mis en place une politique, déjà qui permettait de réduire, les la consommation d'énergie et par conséquent, les dépenses, ça a été un accélérateur, de compétitivité pour les entreprises qui avaient mis, en place, ça avant. Après, on parle aussi, beaucoup, d'approvisionnement. Les entreprises qui s'approvisionnent davantage de façon locale, ça a permis aussi d'éviter toutes les contraintes et les problématiques d'approvisionnement qu'il y a eu ces derniers temps pour celles qui s'approvisionnaient aussi très loin. Donc ça a aussi plein d'effets positifs sur ces sujets-là. Tout à fait. Vous avez aussi toutes les 2 évoqué l'importance de la RSE aux yeux des salariés. La RSE renforcerait également l'attractivité de la marque employeur. Quel rôle justement joue aujourd'hui la RSE dans le recrutement des candidats et dans la fidélisation des salariés? Lauriane, est-ce que vous avez quelques chiffres pour décrire cette tendance? Alors, sur ce point, les résultats de notre enquête Kellyo Opinion West sont nets. 77% des salariés en France déclarent qu'une entreprise qui prend en compte la RSE est plus attractive. Et 69% des salariés considèrent que la politique RSE de l'entreprise est un critère important au moment de choisir un employeur. Donc l'impact de la RSE sur l'attractivité d'une entreprise n'est clairement plus à démontrer aujourd'hui en 2024. Et surtout, un autre résultat qui était vraiment probant, c'est que 3/4 des candidats déclarent consulter les données liées à la RSE, que ce soit social, sur le volet social ou environnemental, dans une offre d'emploi. Or, et c'est un paradoxe, seulement 53% des RH mettent en avant ces critères dans leurs offres, dans leurs annonces et leurs offres d'emploi. Donc là, on a la RSE qui pourrait être un vrai levier différenciant dans les offres d'emploi, et on a presque un acte manqué de pas suffisamment les mettre en avant dans les offres aujourd'hui. Donc je pense que là, il y a vraiment un levier assez facile à mettre en place rapidement pour les RH. D'accord. Caroline, est-ce que vous êtes d'accord avec ce constat que la RSE pourrait être un vrai levier différenciant pour les entreprises? Oui, tout à fait. Alors, je suis d'accord avec, le bémol que, le salaire et les conditions de travail, ça reste quand même, les 2 critères, essentiels. Si on fait une politique RSE très forte, mais que, les salaires, sont, au-dessous de la moyenne du secteur, ça va rester compliqué de recruter, hein. Après, c'est évident il y a cette volonté des candidats et des collaborateurs, de travailler dans des entreprises, qui ont une politique, RSE, forte. Mais je crois surtout ce que veulent les collaborateurs et les candidats, c'est savoir où l'entreprise, en est et quels sont ses projets. Une entreprise, elle peut pas être parfaite du jour, au lendemain. Ce qui est important, c'est vraiment être authentique, par rapport à là où on en est et par rapport au chemin qui reste, à faire. Alors, vous parlez justement d'authenticité, je rebondis là-dessus, parce qu'on parle d'impact positif de la RSE, mais il arrive que cette démarche puisse nuire à la crédibilité des entreprises. Je pense notamment au sujet du greenwashing. Est-ce que vous pensez que beaucoup d'entreprises utilisent de manière délibérée ou utilisent justement la RSE pour se faire mieux voir, mais pas forcément de manière authentique? Alors, je pense que la plupart du temps, le greenwashing, c'est plutôt faire une communication très maladroite. C'est plutôt par ignorance que vraiment par, volonté de raconter, n'importe quoi. D'accord. Alors Lauriane, justement, en tant que spécialiste de la communication, est-ce que, vous avez quelques conseils à apporter aux entreprises qui mettent en place des actions de RSE, justement pour ne pas troubler, l'authenticité de leurs actions? Effectivement, je partage complètement le point de vue.
de ce côté indispensable d'avoir une communication authentique. Concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire pour privilégier ce type de communication? Tout d'abord, je pense qu'il y a un premier point, c'est d'éviter d'utiliser des termes trop flous ou trop génériques comme naturel, éco-friendly, des termes qui n'ont pas forcément une définition très précise dans un secteur d'activité donné. Donc utiliser ces termes un petit peu à mauvais escient ou sans fournir d'explications claires sur la réalité des actions menées par l'entreprise en face, ça peut être quelque chose d'assez assez dangereux, assez bancal. Au-delà du fond et des termes utilisés, la forme aussi, il y a des petites choses sur lesquelles il faut être attentif. Par exemple, éviter d'utiliser de façon abusive des couleurs vertes ou des couleurs bleues ou des feuilles pour donner une image écologique. Ces artifices-là, ils sont pas forcément toujours utiles. Il vaut mieux privilégier, encore une fois, une communication sur les actions de l'entreprise. Donc, de manière globale, dès qu'on parle de quelque chose, d'une action de l'entreprise, il faut mettre en face des preuves tangibles pour appuyer ces affirmations, que ce soit des chiffres, des évolutions favorables, ou un autre bon exemple de preuve, ce peuvent être les labels existants. Alors bien sûr, il y a beaucoup de labels et il faut faire le tri, mais s'engager dans des démarches de certification crédibles ou aller chercher une certification auprès d'un tiers de confiance pour authentifier ses engagements, ça peut être une bonne idée. Donc on pense bien sûr aux normes ISO 14000, 26000, mais des notations comme EcoVadis ou encore des certifications, toute une série, ce sont des éléments qui appuient le discours parce que ce sont des actions sur lesquelles derrière un tiers de confiance ou une démarche normative peut appuyer les actions concrètes. Tout à fait. Alors quand on pense RSE, on pense aussi forcément aux changements climatiques qui sont en train de s'opérer. Se pose alors la question de ce qu'on peut réellement faire à notre échelle lorsqu'on travaille dans une PME à taille humaine. Caroline, est-ce que vous pourriez nous donner des idées d'actions concrètes à mettre en place par un service RH qui a peu de temps mais aussi peu de budget? D'accord. Alors la première chose déjà, c'est de faire un état des lieux de où en est, l'entreprise, en termes de carbone puisque le changement climatique, c'est très lié aux émissions de carbone. Donc la première chose, c'est de faire un bilan carbone et notamment ce qui est intéressant en ce moment, c'est que, la BPI, finance pour les PME et certaines ETI, 50 du bilan carbone. Donc déjà, ça fait un bilan carbone qui revient à peu près à 3 ou 4 000 euros. Ensuite, ça peut être de faire un atelier d'automne. Donc ça, c'est un atelier, ça dure à peu près 2 ou 3 heures. C'est les animateurs, alors il y en a qui font ça gratuitement ou alors ça coûte pas très cher et ça permet à titre individuel de voir où on en est aussi dans son bilan carbone et ce qu'on peut faire, la contribution qu'on peut faire à titre individuel. Après, les RH peuvent aussi travailler sur la mobilité des collaborateurs, c'est-à-dire proposer des solutions pour ce qu'on appelle des mobilités douces. Alors, ça dépend où l'entreprise est située, mais ça peut être par exemple en invitant les gens à faire du vélo ou alors du covoiturage si c'est plus loin. Mais il y a tout un tas de solutions pratiques qui permettent de faire baisser le bilan carbone. Et puis, il y a aussi un point qu'on oublie souvent, mais qui est très émetteur, c'est tout ce qui est autour du digital. Par exemple, nous chez Birdeo, nous on est une vingtaine de collaborateurs. Et ben une fois par trimestre, on prend un vendredi après-midi et on supprime tous nos emails parce que conserver des emails comme ça qui ne servent à rien, en fait, ça émet du carbone. Donc c'est tout un tas de petites actions qui permettent, sans trop de budget, sans trop de temps, de faire des efforts sur le sujet. C'est vrai qu'en effet, cette action digitale est très simple, facile à mettre en place et pourtant on ne pense pas forcément à le faire. Il me semble qu'il y a aussi des actions solidaires qui pourraient être assez simples à mettre en place. Caroline, est-ce que vous avez un exemple à nous donner?
Alors, des actions solidaires, c'est bien d'avoir quelque chose qui va être, en lien avec, l'entreprise. Par exemple, quand on est, dans l'agroalimentaire, ça peut être, sur, la distribution de repas, gratuits pour les gens dans le besoin. Nous, chez Birdeo, donc on est dans le recrutement, notre action solidaire, c'est au niveau de, la cravate, solidaire où, on va, accompagner, des gens, qui sont en recherche d'emploi à refaire leur CV et puis à se préparer pour les entretiens. C'est très motivant pour les collaborateurs, en fait, de comprendre que ce qu'ils font en tant qu'entreprise, ça a une vraie valeur ajoutée au niveau solidaire. Ou alors après, il y a des choses au niveau de l'équipe qui peuvent être super à faire. Je pense notamment à une entreprise qui est pas très loin de plage. Et ben régulièrement, ils vont tous ensemble ramasser les déchets sur la plage. C'est à la fois du team building et puis en plus, c'est utile. Tout à fait. Je pense aussi aux actions en lien avec la biodiversité. Par exemple, aux éditions Tissot, on soutient un apiculteur local qui, en effet, en plus, nous permet de participer à des activités autour du miel et des abeilles, et ça amène une certaine cohésion. Donc, il y a aussi cette dimension biodiversité et aussi locale. Est-ce que vous me rejoignez, Caroline, sur cette dimension biodiversité locale? Oui, tout à fait. Le principe de la biodiversité, en plus, c'est que c'est vraiment, ancré dans un territoire et ce qui est, extrêmement intéressant alors, par exemple, vous qui êtes à Annecy, je crois, c'est avoir, des actions, autour de la montagne ou autour du lac. Je vous parlais de cette entreprise, qui fait quelque chose autour des plages parce qu'ils sont, au bord d'une plage. À Paris, en Île-de-France, on va, retrouver, dans des entreprises qui sont beaucoup plus dans comment redonner de des végétaux, comment remettre des végétaux dans les villes. Donc c'est bien toujours de faire un lien avec son ancrage. D'accord. Vous avez parlé aussi en début de quelques actions concrètes à mettre en place, donc le bilan carbone. Est-ce que plus globalement, il existe des outils, des méthodes à appliquer pour rentrer dans une démarche RSE au quotidien? Alors, Lauriane parlait des différentes certifications qu'il peut y avoir. Moi, il y a une certification que j'aime beaucoup qui s'appelle B Corp. Donc, Birdeo, on est labellisé depuis 2015. En fait, c'est un questionnaire qui fait un 360 de ce que c'est la RSE. Donc, les collaborateurs, les fournisseurs, la gouvernance, l'environnement. Ce questionnaire s'appelle le BIA, donc BIA. Il est gratuit. Il y a 200 questions. Pour être labellisé B Corp, il faut avoir 80 points. Et ben, ça permet de voir où on en est et de commencer une démarche. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que ce questionnaire, il est fait autour de l'ISO 26000. L'ISO 26000 qui est au niveau international la norme qui représente la RSE. D'accord. Donc finalement, une démarche gratuite qui peut être un très bon point de départ pour amorcer sa démarche RSE. Tout à fait. Et puis après, excusez-moi de vous couper, c'est intéressant de regarder aussi au niveau des fédérations professionnelles. Il y a beaucoup de fédérations professionnelles qui ont développé leurs propres outils de diagnostic sur la RSE. Donc, on évoquait en début de podcast qu'une des raisons pour lesquelles la RSE était confiée au service RH, c'était notamment pour sa dimension avec le bien-être des salariés. Proposer de meilleures conditions de travail aux salariés fait donc partie de la démarche. Que peuvent faire les entreprises dans ce sens, Caroline? Alors, au niveau de l'organisation, du travail, hein, pour, assurer un meilleur équilibre vie professionnelle, vie personnelle, alors ça peut être le télétravail, ça
peut être la mise en place d'horaires plus flexibles. Ça peut être aussi le droit à la déconnexion dont on parle de plus en plus. Ça peut aussi être autour de la formation, de l'accompagnement à se développer d'un point de vue personnel et professionnel. Donc il y a vraiment plein de petites choses qui peuvent être faites sur cette thématique. D'accord. Et au sein du lieu de travail, est-ce qu'il n'y a pas des petites choses à apporter? Alors, il y a tout ce qui est un meilleur environnement de travail, donc des postes davantage, ergonomiques. Au niveau de la décoration aussi, rajouter, davantage de verre, des plantes. Pouvoir aussi, faire en sorte que les gens puissent, avoir pour la pause déjeuner, des repas, sains avec, des produits qui viennent, au niveau, local. Et puis après, il y a tout ce qui est enjeux sociétaux, donc l'insertion des personnes qui ont un handicap physique, tout ce qui est aussi autour de l'égalité homme-femme. Lauriane, est-ce qu'il y a aussi des actions de ce type que vous avez réalisées, chez Kelio que vous pourriez nous partager pour donner des idées à nos auditeurs? Alors oui, chez Kelly, on a fait le choix d'investir de manière importante sur l'équipement du lieu de travail afin de favoriser le bien-être au travail et en particulier de privilégier le temps de pause du déjeuner et d'en faire un temps qui soit ressourçant. À l'origine de cette initiative, la direction et le CE ont réalisé une enquête auprès des collaborateurs pour leur demander ce qu'ils attendaient en termes d'équipement ou de salles. Et donc, on a remonté que les collaborateurs souhaitaient des équipements sportifs, des salles culturelles, un espace de repos correct pour faire la sieste, etc. Donc, c'est ensuite sur la base de cette enquête qu'ont été conçus les équipements qu'on propose aujourd'hui à nos collaborateurs et qui reflètent les attentes précises. Lauriane, du coup, vous avez mis de belles actions en place pour favoriser le sport et le bien-être, au sein de chez Kelio. Est-ce qu'il y a déjà des effets, positifs que vous pouvez, constater? Ce qui est intéressant, c'est qu'après 2 ans de mise en place de ces équipements, on constate des effets bénéfiques déjà sur le taux d'absentéisme où on a observé une réduction, mais aussi sur la cohésion des équipes. On a beaucoup de personnes qui ont pu se rencontrer au travers de ces pratiques sportives et culturelles. Et puis, on a pas mal de collaborateurs qui ont renoué avec une pratique sportive régulière. On a un certain nombre de jeunes parents, notamment, qui ne faisaient plus de sport et qui, grâce à ces équipements de proximité, ont vraiment pu renouer durablement avec le sport, avec tous les effets bénéfiques qu'on connaît sur la santé, qu'elle soit physique ou mentale. OK, merci pour ces détails. Dernier point que j'aimerais, voir, avec vous, c'est à propos de l'adhésion, des équipes. Comme beaucoup d'initiatives du service RH et de l'entreprise, hein, de manière générale, la réussite d'une telle démarche dépend en grande partie de l'adhésion des équipes, des collaborateurs. Caroline, quels conseils pouvez-vous, donner pour faciliter l'adhésion des équipes qui sont, souvent débordées et pour certaines ne se ressentent pas forcément concernées? Oui, tout à fait. Sachant qu'il y a effectivement 2 choses. Il y a l'adhésion, des équipes et après il y a faire, perdurer ça, dans le temps. Nous, ce qu'on voit, ce qui fonctionne assez bien, c'est au niveau des collaborateurs déjà, sur la base du volontariat, de demander qui a envie d'être référent RSE. Donc un référent, RSE, c'est quelqu'un, qui a son job et qui, en plus, choisit, de porter et de diffuser, la RSE. Après, il y a vraiment cette notion de favoriser, le dialogue, donc le dialogue, parties prenantes, donc une communication, régulière, avec, les collaborateurs et puis, un suivi. Par exemple, la fresque du climat, hein, qui est de plus en plus, déployée dans les entreprises. C'est un outil qui est formidable, mais c'est bien une fois qu'on a bien, paniqué, tout le monde, sur le sujet du climat, d'avoir, des actions et de la communication, régulière avec les collaborateurs sur le sujet et en ce sens, les référents, RSE s'avèrent, particulièrement, pertinents, et utiles.
Tout à fait. Lauriane, est-ce que le sondage confirme ce besoin de communiquer? Alors oui, hein, on a effectivement, on l'a vu un petit peu plus haut, les salariés se disent en déficit d'information. Ce que notre enquête montre, c'est que on a une très large majorité de salariés qui aimeraient limiter leur impact écologique, mais qu'effectivement, il manque parfois un petit peu d'informations de la part de l'entreprise sur l'existence des démarches. Il y a un autre point qui était intéressant, qui est remonté de cette enquête, c'est le fait que 64% de collaborateurs souhaiteraient que l'entreprise mette en place des challenges pour les inciter à réduire leur propre empreinte carbone. Donc, ce qui était assez intéressant, c'est ce côté challenge collectif qui ressort comme quelque chose qui peut être attendu et dans lequel l'entreprise, en tant qu'espace collectif, peut avoir un rôle à jouer, un rôle d'émulation, de jeux concours. Voilà, on surfe un petit peu là sur les tendances de la gamification et des formations ludiques, mais effectivement, c'est quelque chose une attente qui est ressortie au travers de notre enquête. Et je rebondis sur le côté formation. Est-ce que justement, d'un point de vue purement RH, il y a des initiatives qui pourraient être menées? Alors oui, si on reprend les missions traditionnelles des services RH, bien évidemment, la mise en place de programmes de formation pour sensibiliser les collaborateurs, ce sont des actions qui peuvent être bien comprises, bien menées par les RH, hein, puisque c'est leur mission au sein de l'entreprise. Donc ça, ce sont des choses qu'ils connaissent. Et puis on a quelque chose qui peut être un autre outil des RH au sens traditionnel du terme, qui sont les campagnes d'entretien et d'évaluation annuelle des collaborateurs. Ce moment-là d'échange avec son manager peut être un moment où on peut intégrer dans des trames d'entretien des questions RSE, des critères RSE, de l'information RSE, avec les logiciels de gestion de ressources humaines qu'on a aujourd'hui. Il est beaucoup plus simple qu'auparavant de pousser des trames avec des questions partagées pour l'ensemble des collaborateurs et de centraliser des questions ou des comportements ou des tendances sur la partie RSE. Donc on peut aussi utiliser les outils de la digitalisation pour bien communiquer et bien diffuser la stratégie RSE d'une entreprise. D'accord. Donc finalement, l'éventail de solutions pour initier des actions RSE est très large entre sa dimension sociale et environnementale. Et puis, on a vu, pas forcément besoin d'un gros budget, mais par contre, il y a quand même un enjeu de communication important derrière. Caroline, Lauriane, merci beaucoup. Il me semble qu'on a fait un beau tour des actions qu'on peut mettre en place quand on a peu de temps et peu de budget à la RSE. Je pense que vos conseils vont être précieux pour nos auditeurs. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci. Merci bien. Chers auditeurs, notre podcast touche à sa fin. Merci à tous de nous avoir suivis. Si cet épisode sur la RSE vous a plu, donnez-lui 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée et abonnez-vous pour ne pas manquer les suivants. À très bientôt sur Un air de RH.